Bonsoir, soyez les bienvenus à l'écoute des RFI. Il est 21h30 ici à Paris, 19h30 à Dakar et à Conakry. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. À la une de cette édition, le deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la crise au Niger. Il se poursuit à Accra, au Ghana. Entre options militaires et solutions diplomatiques, les chefs d'état-major ont 2 jours pour se mettre d'accord. Sur place, envoyé spécial d'RFI, François Ferkataji. Le Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, a repris connaissance. Il avait été admis en soins intensifs après un malaise suite à sa grève de la faim. Selon son parti, le PASTEF, qui dénonce une cabale, vous l'entendrez dans cette édition. Enfin, en République démocratique du Congo, le procès à Kinshasa du bras droit de l'opposant Moïse Katumbi. Il est jugé devant un tribunal militaire pour trahison. C'est donc un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise au Niger depuis le coup d'État qui a renversé le président Bazoum le 26 juillet. Il s'est ouvert aujourd'hui à Accra, au Ghana, où pendant 2 jours, les dirigeants ouest-africains doivent se mettre d'accord sur l'option d'une intervention militaire. Retour sur cette première journée avec l'envoyé spécial d'RFI, François Ferkataji. C'est la 2e fois que les chefs d'état-major se réunissent pour parler d'une éventuelle intervention militaire au Niger. La première fois, c'était peu après l'ultimatum de 7 jours posé par l'organisation ouest-africaine. Cette fois, c'est 10 jours après que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a donné son feu vert à une opération militaire au Niger en vue de restaurer l'ordre constitutionnel. Mais cette fois-ci, cette réunion se tient sans le chef d'état-major du Cap-Vert en raison de l'opposition de cet État à l'idée d'une intervention armée. Au programme de ces 2 jours de réunion, des discussions à huis clos où il sera question de l'organisation de la logistique, des réflexions sur les mouvements initiaux et sur le chronogramme, en somme, quand et comment lancer une éventuelle intervention militaire. En introduction de ce sommet, les chefs d'état-major du Nigeria et du Ghana ont tenu à rappeler la nécessité de lutter contre les coups d'état militaires et de préserver l'unité de la CEDEAO. Les propos plus politiques ont été tenus par le commissaire chargé des affaires publiques de la CEDEAO, Abdoul Fatou Moussa. Il a déclaré que les vaillantes forces de l'Afrique de l'Ouest sont prêtes à répondre à l'appel du devoir après avoir dénoncé l'inflexibilité des militaires au pouvoir. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que cette force travaille, elle se dit même prête si jamais les politiques, les chefs d'État venaient à se décider à la faire intervenir en cas d'échec de la voie diplomatique. François Ferkataji, Accra, RFI. Alors, l'option militaire fait débat au sein de la CEDEAO. Un débat sur cette éventuelle intervention militaire qui est suivi de très près en Gambie, dernier pays en date à avoir connu une intervention des forces ouest-africaines. C'était en 2017, lorsque les troupes du bloc ouest-africain sont entrées en Gambie pour en chasser l'ancien président Yahya Jammeh qui avait refusé de quitter le pouvoir. Écoutez les réactions des membres de la société civile gambienne qui racontent comment ce débat et cette crise au Niger est suivi à Banjul, Lala Touré et pour une intervention militaire. Nous avons connu 22 ans de dictature et cela s'est produit à la suite d'un coup d'État dans les années 90. Ce qui se passe au Niger fait donc écho à notre histoire. À chaque fois qu'il y a un coup d'État dans la sous-région, ça intéresse forcément les Gambiens. En ce qui nous concerne, l'intervention de la CEDEAO a contribué à rétablir l'ordre constitutionnel en Gambie. En 2017, lorsque notre ancien président a rejeté le résultat des élections et refusé de quitter le pays, nous avons vu à quel point l'intervention militaire de la CEDEAO a été bénéfique, et ce, sans faire de victimes. Personne n'a été tué. Je crois que c'est quelque chose que nous pouvons reproduire au Niger. Une intervention militaire ne fait pas forcément mourir des innocents. Voilà pour cette intervention militaire à laquelle est favorable Lala Touré. Écoutons à présent Mara Yang, directeur exécutif de l'ONG Gambia Participates. Au contraire, il privilégie la voie diplomatique pour résoudre la crise au Niger. La CEDEAO a déjà enregistré un succès, mais le cas de la Gambie est unique, celui du Niger est différent. La CEDEAO doit réfléchir à l'impact et aux conséquences d'une éventuelle intervention militaire, car l'Afrique de l'Ouest a beaucoup de groupes militants et ils attendent seulement qu'il y ait un conflit dans la sous-région pour employer la force. Pour résoudre la crise nigérienne, il faut privilégier la voie pacifique. N'oublions pas que les citoyens de la communauté de l'Afrique de l'Ouest sont plus préoccupés par la montée de la pauvreté dans la région, la recrudescence de l'insécurité
l'insécurité en Afrique de l'Ouest, la faible connectivité pour relier les pays d'Afrique de l'Ouest et les problèmes pour se déplacer en avion, ce qui est un véritable cauchemar. Voilà donc les vrais problèmes qui touchent les Africains, bien plus qu'une éventuelle intervention militaire au Niger. Voilà donc deux avis diamétralement opposés en Gambie, des propos recueillis par Christina Okello. Vous écoutez Afrique Soir, il est 19h passé de 35 minutes à Dakar. Où l'opposant Ousmane Sonko a repris connaissance. Il avait été admis en service de réanimation la nuit dernière. Il est en grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet pour appel à l'insurrection. Selon son avocat qui a pu lui rendre visite aujourd'hui avec son médecin personnel, Ousmane Sonko est sous perfusion car trop faible pour refuser de s'alimenter. Mais son parti, le PASTEF, dissous depuis le début du mois, dénonce un acharnement des autorités et réclame sa libération immédiate. Écoutez Ousseynou Ly, il est membre du secrétariat national à la communication au PASTEF. Il ne va pas arrêter cette grève de la faim. Aujourd'hui, il est en réanimation. Il va continuer dans cette lancée. La pression doit être du côté du gouvernement pour qu'il puisse les libérer, mais également libérer les autres détenus. Et pour ça, nous allons continuer à nous battre jusqu'à sa libération et celle des autres détenus politiques. Ce qu'on a toujours demandé et que lui-même aussi a demandé, c'est-à-dire que cesse cet acharnement judiciaire, politique, sécuritaire envers sa personne, mais aussi sa famille, mais également les membres de son parti qui sont arbitrairement détenus depuis des semaines. L'exemple que je peux vous donner pour faire sortir ce deux poids deux mesures, Maître Juan Branco, qui a été récemment arrêté et libéré sous contrôle judiciaire, a eu les mêmes charges que Ousmane Sonko. Si le ministre de la Justice a évoqué ce principe-là de liberté et que l'exception, c'est l'emprisonnement, mais pourquoi ne pas en faire bénéficier à Ousmane Sonko? Des propos recueillis par Juliette Dubois et d'autres détenus membres du PASTEF sont également en grève de la faim en solidarité avec Ousmane Sonko. En RDC, l'ouverture aujourd'hui à Kinshasa du procès de Salomon Idi Kalonda, un proche de l'opposant Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre. Il est poursuivi pour trahison et jugé devant une cour militaire. Il lui est reproché d'avoir été en contact avec les rebelles du M23 et avec Kigali, Kinshasa accusant le Rwanda de soutenir cette rébellion dans l'est de la RDC. Hervé Diakézé, l'avocat du bras droit de Moïse Katumbi, il est au micro de Pascal Moulégois. L'élément qu'on avait brandi comme prétexte à son interpellation irrégulière, c'était la détention d'une arme dont il était prétendument propriétaire et qui a justifié son interpellation à l'aéroport. Aujourd'hui, cette accusation n'a même pas été retenue. C'était une manipulation. Nous avions toujours dit que cette accusation était fausse. Elle était un prétexte qui visait en réalité à neutraliser Salomon Kalonda Dela et à profiter derrière une détention illégale, à créer un montage d'une procédure dont nous allons démontrer l'inexactitude et surtout son caractère totalement infondé en droit. Tout cet ensemble de faits sont des accusations postérieures à la raison initiale pour laquelle on l'avait interpellé et issues d'une détention irrégulière, d'un ensemble d'accusations que nous allons démontrer la fausseté. Nous sommes très sereins là-dessus. Au regard maintenant du dossier que nous allons pénétrer, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant une justice militaire et il n'est pas constitutionnellement justiciable d'une justice militaire et en tout état de cause, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant aucune instance judiciaire de ces pays. Il est innocent. Et aussitôt ouvert, le procès a été renvoyé au 18 septembre. Le vol de câbles électriques comportant du cuivre, un métal qui est bien recherché, est un véritable fléau en Afrique du Sud comme dans plusieurs pays d'Afrique australe, au point qu'il perturbe la circulation des trains de marchandises et de matières premières. La compagnie de chemin de fer sud-africaine s'inquiète. Elle demande au gouvernement de renforcer la sécurité sur le territoire et autour des chemins de fer. Ces vols coûtent chaque année l'équivalent de près de 3 milliards de dollars selon la compagnie nationale sud-africaine des chemins de fer. Enfin, si vous êtes jeune journaliste ou jeune technicien et que vous résidez en Afrique francophone, les candidatures pour les bourses de formation Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont ouvertes. Pour postuler, rendez-vous sur le site rfi.fr avant le 25 août. RFI qui lance donc cette 10e édition de la bourse Ghislaine et Claude. Cette année encore, les candidats sont ouverts aux 25 pays
francophones du continent en Afrique. Sachez encore que la formation aura lieu à Abidjan et les candidatures sont donc ouvertes jusqu'au vendredi 25 août, minuit, heure de Paris. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir écouté. 21h40 ici à Paris.